Mais pour nous, c'était extrêmement important de mesurer à la fois la satisfaction et l'engagement. On a la satisfaction qui est est-ce que je suis content d'aller au travail, est-ce que j'ai envie d'aller voir mes collègues, est-ce que je suis heureux de mon poste, de mon activité. Et il y a l'engagement. L'engagement, c'est plus en lien avec le dévouement, si on veut, la motivation qu'on a à travailler, à s'engager dans son travail. Et puis en fait, si on a quelqu'un qui est juste satisfait, mais pas engagé, on va avoir une personne qui va rester parce que les conditions lui conviennent, ou peut-être que l'ambiance de travail est agréable, mais qui ne va pas s'engager et travailler et se dévouer à l'entreprise aussi. Et au contraire, ça c'est encore un risque qui est bien plus important, une personne qui va être qu'engagée, qui va se donner corps et âme dans son travail, mais qui n'est pas satisfaite, on a des risques après de burn-out et de santé mentale et physique qui va clairement décliner. En fait, si on analyse à la fois la satisfaction et l'engagement, on se retrouve sur un modèle de performance durable. Durable qui va permettre d'avoir des gens motivés, qui ont envie de travailler pour l'entreprise, puis qui vont rester à long terme. Donc c'était vraiment primordial pour nous d'avoir ces deux facteurs, et puis après de voir comment faire pour que nos équipes soient à la fois satisfaites et engagées. Et ce que j'aime dans cette enquête, c'est qu'effectivement, on a un peu les deux niveaux. On a le niveau d'aller voir un peu globalement l'entreprise qui se passe et d'aller creuser ensuite, entité par entité, avec notre tableau de bord, ce qui ressort vraiment comme problématique dans une équipe, dans un secteur, dans un lieu géographique pour en faire quelque chose. Et tout ce qu'on pense être important, le salaire, l'environnement de travail, etc., en fait, c'est des facteurs d'hygiène qui ne vont pas forcément, eux, avoir un impact à long terme sur l'engagement et la satisfaction. Un feedback bien fait, un manager qui dit les choses, va permettre à une personne d'être beaucoup plus engagée sur le long terme. En tout cas, il y a un besoin accru de remettre vraiment les ressources humaines, et j'ai envie de dire même les relations humaines, le R pour dire ressources, relations au centre, et que c'est effectivement essentiel aujourd'hui pour générer la satisfaction de l'engagement dans les entreprises. Et c'est clair que ces directions RH, elles ont un rôle clé par rapport à ça. Bien sûr qu'il y a un rôle de cadre à faire appliquer, bien sûr qu'il y a des principes à dicter, bien sûr qu'il y a aussi des enjeux financiers, des enjeux de masse budgétaire, il faut en avoir conscience. Il y a des enjeux qui sont à peser, mais développer comme innovation une relation humaine finalement de qualité qui fait qu'on est motivé, qu'on a envie tous les jours de venir au boulot avec enthousiasme et avec engagement, au final c'est juste essentiel et ça va rendre les entreprises, celles qui vont prendre en tout cas ce tournant, bien plus performantes. Rien ne va remplacer la discussion et puis la collaboration humaine. D'ailleurs, on l'a vu dans l'enquête, c'est des retours qualitatifs finalement. C'est ce que les gens ont écrit, nous ont dit. Qui nous ont permis de vraiment bien comprendre le ressenti de chaque équipe. Ce qui est vraiment génial, c'est que c'est devenu un outil de pilotage pour nous, d'entreprise. Ça a été vraiment aussi approprié par notre directeur des ressources humaines, ça a été partagé au niveau de la direction générale, et aujourd'hui, nos actions identifiées suite à l'enquête sont même considérées comme faisant partie des points forts de l'année, avec vraiment un objectif de suivi annuel. Et puis pour les entreprises qui voudraient se lancer, je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment de ne pas prendre un modèle prédéfini, mais c'est de construire quelque chose qui leur ressemble en fonction de leur métier, en fonction de leurs valeurs, parce que sinon, un modèle standard n'aurait pas de sens. Et puis quand même, un point d'attention, c'est que de cette enquête va ressortir beaucoup de choses. C'est de s'assurer qu'on ait les ressources après pour traiter aussi. Effectivement, c'est l'évolution et suivre sur les efforts fournis, l'évolution des chiffres qui permettra, je l'espère, d'améliorer les situations des collaborateurs, collaboratrices et que tout le monde soit encore plus heureux au travail, parce qu'en Suisse, on est quand même pas si mal au final. Je suis ravie, bonjour Émilie, bonjour Brice, hello Danilo. Hello à tous. Ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour parler d'engagement collaborateurs et collaboratrices. On va passer environ une petite heure à discuter aujourd'hui avec vous. Ce qui me plaît dans la démarche qu'on a engagée avec l'ETL, donc vous êtes aussi les représentants des transports publics de Lausanne, c'est que vous avez mis sur pied une démarche d'écoute déjà de vos collaborateurs, de vos collaboratrices. Et c'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui. On va évidemment parler aussi des résultats de l'étude qu'on a menée, vu qu'on a fait une enquête auprès de plus de 1000 personnes actives en Suisse romande sur leur rapport au travail. Et ça nous servira aussi de fil rouge pour vous faire réagir par rapport à comment ça se passe au TL. Qu'est-ce qui a peut-être été challenging, qu'est-ce qui a été mis en place. Et puis voilà. Ouais. Je serais ravie en tout cas d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Peut-être pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire c'est quoi un peu votre rôle au TL aujourd'hui? Donc bonjour, moi c'est Émilie, je suis psychologue du travail et des organisations et je travaille comme chef de projet OTL dans le domaine des RH et je pilote l'enquête d'engagement et de satisfaction dans l'entreprise avec ma collègue Laura, qui n'est pas là aujourd'hui mais que je salue.
Et cette enquête pour laquelle on a travaillé justement ensemble. Moi, c'est Brice Lebantec, je suis responsable du service aux collaborateurs, aux collaboratrices, qui s'occupe des domaines de la santé et des enjeux autour des espaces, des environnements de travail. Et on a eu la chance de piloter cette enquête sur la satisfaction et l'engagement avec mon équipe, Laura et Émilie en particulier. Belle équipe d'ailleurs. Est-ce que tu te Je présentes suis la rapidement, fondatrice voilà. directrice de CalInsight, l'institut qui avons mené notamment cette étude. On fait des études dans plein d'autres secteurs. On s'est connus aussi de par nos enquêtes expérience client au départ avec les TL, études sur la diversité aussi, vous étiez précurseurs sur ce sujet-là. Et moi, du coup, chargé d'études du coup, chez Qual Insight depuis janvier 2024. Et puis, bon, là, je gère les différentes études qu'on fait, que ce soit dans le domaine des transports publics, mais dans plein d'autres domaines, plein de types d'études différentes, engagement collaborateur, enquête auprès des clients, des tests de concept, assez variés. Tu ne au t'ennuies niveau pas? Non, absolument pas. Peut-être, voilà, pour commencer, comme Esther l'a dit, on va un petit peu discuter des résultats de notre enquête qu'on a réalisée auprès de plus de 1000 romans actifs voilà, en Suisse romande. Évidemment, on a mesuré la satisfaction de leur emploi actuel. On a globalement 50% des répondants qui sont satisfaits très satisfaits de leur emploi actuel. Donc globalement, ça donne des indications plutôt positives. 50%? Ça 50% fait 1 sur 2. Ça fait 1 sur 2 très satisfait. Oui. Après, évidemment, quand on va un petit peu creuser, faire le travail d'analyse et puis voir un petit peu les spécificités et puis les détails, on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de disparités en fonction des secteurs, en fonction des types d'entreprises, notamment dans les plus petites entreprises où il y a un taux de satisfaction qui est beaucoup plus élevé. Les entreprises de moins de 10 employés, quand on compare avec les grandes entreprises de plus de 250, on a quand même une grosse différence qui est relativement significative. Puis Ça on peut a se également... comprendre, hein, d'ailleurs. Ouais, exactement. Mais c'est Enfin, quand même quelque chose qui m'a marqué, moi, quand j'ai regardé Ouais. les résultats de votre étude, de voir à quel point les toutes petites entreprises étaient mieux évaluées que les autres. Mhm. Euh, Peut-être et je pense que du moment qu'on passe à être plus de 10 personnes, en fait, les résultats changent. toi, justement, Émilie, est-ce que ça t'a surpris de voir, enfin, au-delà du fait de voir les très petites entreprises où il y a une très haute satisfaction, de voir que les grandes entreprises sont quand même beaucoup plus bas? Est-ce qu'on arrive à trouver des explications ou Et pourquoi voilà, des pourquoi ça t'a retours? étonné? Ouais, Parce que peut-être que tu es exactement. dans une plus grosse boîte. Bah, tout à fait, parce qu'en fait, bah, les petites entreprises, c'est souvent des startups ou des entreprises en construction qui n'ont pas forcément d'un service RH comme on peut avoir chez nous, dédié à la satisfaction, à l'engagement au travail. Et pourtant, on voit que ça fonctionne bien. Donc, c'est vrai qu'en creusant un peu ce que vous nous avez transmis, il y a des choses fortes qui ressortent et qui sont aussi ressorties dans notre enquête. La clarté des objectifs dans les petites entreprises, le fait de savoir où on va, d'avoir une collaboration, je pense aussi assez proche, assez intense entre les équipes qui peut aider finalement à se sentir mieux et plus engagé au travail. Et c'est peut-être ça qu'on devrait prendre, nous, dans les grosses entreprises, ce fonctionnement start-up, réussir à l'implanter d'une manière ou d'une autre, mais qu'on sache tous qu'on se dirige vers le même objectif commun. Mhm. On retrouve un peu comme cet aspect de petite équipe, un peu de noyau. Nous, on l'a vu sur différents sites un petit peu Oui, c'est vrai. excentrés, où en fonction du lieu, de l'endroit, de la taille, on a un pic d'augmentation de satisfaction d'engagement. Donc il y a quand même ce côté peut-être du groupe et de l'ambiance au sein du groupe qui fait qu'on a une satisfaction qui est clairement au-dessus. Donc Oui. je pense à certains sites Tout à fait, nos ferroviaires. sites excentrés sur le réseau où on voit que la satisfaction est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Mhm. Ah bah, c'est intéressant d'avoir ce lien voilà, entre... En fait, c'est comme si c'était des petites équipes indépendantes qui se créent au sein de l'entreprise et qui avaient un peu leur propre fonctionnement, qu'on peut un peu assimiler à une petite entreprise. Il y a le côté ambiance, mais il y a aussi, on l'avait vu, l'aspect transparence et l'aspect les valeurs qui sont vraiment vécues, Mhm. plutôt que juste affichées sur des murs. Et je pense que plus on grandit, plus il y a des process qui doivent être mis en place. C'est logique, il faut structurer, il faut mettre en place justement des processus pour pouvoir mieux fonctionner. Mais c'est ça qui va créer une forme de distance. Et puis on a vu aussi, puis on en reparlera, que le rôle des RH, je ne vais pas dire qu'il n'est pas clair, mais vu que vous êtes quand même un peu le clown de chaise entre le rapport avec la direction et puis le soutien aux employés, et puis quand même tout ce process administratif qu'il faut aussi réaliser, qui est un peu plus bureaucratique par rapport aux congés, enfin les postulations, etc. C'est pas toujours évident de savoir non plus comment se positionner. Ça doit pas être un rôle facile, mais qui évolue quand même très fortement ces dernières années, cette fonction des RH, et ça on pourra en parler aussi. Ouais, bien sûr. Au niveau des autres données, on va dire un peu les indicateurs importants, on avait la motivation. Donc, est-ce que le collaborateur est motivé dans son entreprise?
Là également, on avait des fortes disparités en fonction de la taille des entreprises. On était à 54% de personnes très motivées au sein des très petites entreprises. Et puis, on était à 37% dans les grandes entreprises. Donc, il y a quand même une différence assez importante de 17 points. Et il y a également le côté sectoriel. Au niveau de la satisfaction, on avait le secteur de la santé qui était particulièrement bas, et également les administrations publiques par rapport à d'autres secteurs. L'éducation était assez haut, il y a le secteur tertiaire des services qui est aussi assez haut. Et ça, c'est des éléments qui vous ont surpris, je pense plutôt au côté public. Est-ce que vous attendiez à voir les secteurs publics plus bas que d'autres? Comment est-ce que vous réagissez un petit peu à ces chiffres-là? Enfin, c'est difficile d'avoir une appréciation sans avoir un peu plus de détails sur ces secteurs. Après, on sait que le domaine de la santé, c'est quand même un domaine où il y a des exigences cognitives, je ne dis pas qu'elles n'y sont pas ailleurs, mais qui sont quand même très très fortes, avec peut-être aussi, j'imagine, une tension potentielle sur ce marché. Le secteur administratif, franchement, j'aurais du mal à me positionner. Nous, on n'est pas dans un secteur administratif, hein, on est une société anonyme avec effectivement des capitaux publics, mais on est dans un secteur un peu différent. Est-ce qu'il y a ou pas un lien, par exemple, avec les objectifs, la clarté des objectifs, les moyens? Franchement, ça mériterait de creuser un peu plus finement pour pas vous dire de bêtises hein, par rapport à ces deux domaines. Tout à fait. Il y a peut-être, si je rejoins notre étude, la question des horaires, qui est liée directement aux conditions de travail aussi, qui sont plus compliquées dans le domaine de la santé. Mhm. Le fait de ne pas avoir en fait, des journées de travail qui soient fixes, Ouais. qui peut influer sur Donc, la côté motivation. conditions de Tout à travail fait. plutôt. Mhm. On sait que des infirmiers travaillent voilà, jusqu'à 12 heures par jour sur des roulements nuit, effectivement, dimanche. Donc, Tout à fait. c'est des exigences qu'on peut retrouver dans certains métiers, effectivement. Ouais, on le voit, je fais le lien avec la charge de travail. Enfin, il y a les conditions de travail, mais il y a la charge de travail, le côté est-ce que l'employeur est attentif à notre bien-être physique et mental, notre santé physique et mentale, où là, bah, également, ces deux secteurs-là étaient aussi moins bien notés que dans les autres secteurs. Puis c'est ce type d'enquête qui va permettre de savoir quelles solutions mettre en place pour les différents métiers. Parce que si on se dirige directement vers une solution globale pour l'entreprise, ça ne va pas fonctionner. Il faut aller dans chaque petite population pour voir qu'est-ce qui va dans ces équipes, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour elles. Mhm. On aura l'occasion d'aller un peu plus en détail sur cet aspect-là, mais je pense que c'est important de déjà le noter. Forcément, dans une entreprise, il y a plein de types de professionnels, de professions, enfin surtout dans des très grandes entreprises. Donc, c'est important. Notre modèle permet aussi d'être un peu personnalisé et puis d'avoir des axes qui sont adaptés aux différentes professions. Puis jamais, parce qu'on l'a dit un petit peu rapidement au début, mais votre enquête, elle a le mérite d'être sur la satisfaction et l'engagement. Ça paraît une évidence de dire que c'est l'engagement, mais pour moi, c'est essentiel. Hein. C'est qu'on va aller vraiment chercher aussi ce qu'il y a sur cette dimension-là. Mhm. Parce que finalement, avoir des gens satisfaits pour satisfaire, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc ça, c'est vraiment chouette qu'on ait aussi ces deux aspects. Hein. Mhm. Justement, en parlant d'engagement, donc nous, ce qu'on a pu noter de notre étude, c'est que tous les indicateurs, la satisfaction, la motivation, surtout aussi l'image qu'on a de son propre employeur, va diminuer avec le temps. Donc, quand on sonde des nouveaux collaborateurs qui sont là depuis moins d'un an, globalement, tous les indicateurs sont un peu plus au vert. Et quand on va sonder des personnes qui ont un peu plus d'ancienneté dans l'entreprise, 5 ans et plus, on se rend compte que tout est un peu à la baisse, qu'il y a peut-être une difficulté à engager des collaborateurs de manière durable. Donc, je fais un peu le lien justement avec ce modèle qui a été mis en place et puis l'importance de l'engagement. Comment cette envie de mesurer la satisfaction, mais également l'engagement est un peu est survenu au sein des TL. Comment est-ce que ce modèle a été monté de base et quelles étaient un peu les idées derrière tout ça? Ouais, mais ce que tu dis par rapport aux premières années où on est plus heureux dans l'entreprise, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet lune de miel. Exactement. On voit pas encore... Mais c'est comme dans le couple, en Oui, fait. c'est, non voilà, c'est ça, c'est la même chose. On voit pas tout ce qui se cache forcément derrière. Mais pour nous, c'était extrêmement important de mesurer à la fois la satisfaction et l'engagement, parce que c'est ce que les différentes études, elles montrent aujourd'hui. En fait, on a deux facteurs qui sont différents, mais qui ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. On a la satisfaction qui est, est-ce que je suis content d'aller au travail? Est-ce que j'ai envie d'aller voir mes collègues? Est-ce que je suis heureux de mon poste, de mon activité? Et il y a l'engagement. L'engagement, c'est plus en lien avec le dévouement, si on veut, la motivation qu'on a à travailler, à s'engager dans son travail. Et puis en fait, si on a quelqu'un qui est juste satisfait, mais pas engagé, on va avoir une personne qui va rester parce que les conditions lui conviennent, ou peut-être que c'est
l'ambiance de travail est agréable, mais qui ne va pas s'engager et travailler et se dévouer à l'entreprise aussi. Et au contraire, ça c'est encore un risque qui est bien plus important, une personne qui va être qu'engagée, qui va se donner corps et âme dans son travail, mais qui n'est pas satisfaite, on a des risques après de burn-out et de santé mentale et physique qui va clairement décliner. En fait, si on analyse à la fois la satisfaction et l'engagement, on se retrouve sur un modèle de performance durable. Durable qui va permettre d'avoir des gens motivés, qui ont envie de travailler pour l'entreprise, puis qui vont rester à long terme. Donc, c'était vraiment primordial pour nous d'avoir ces deux facteurs et puis après de voir comment faire pour que nos équipes soient à la fois satisfaites et engagées. Et tu parles des surengagés, hein, il faut veiller aussi à ce qu'ils ne se crament pas. Et on a les désengagés, qu'on espère pouvoir réengager d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, ou faire avec. Vous, sur cet aspect d'engager les personnes, est-ce qu'avec l'étude, vous êtes arrivé à identifier vraiment ces facteurs de motivation, les critères clés sur lesquels agir pour renforcer l'engagement des collaborateurs et collaboratrices? Alors, on a fait une moyenne pour créer l'engagement, qui est une moyenne de 4 types d'engagement qui sont cognitifs, affectifs, identitaires et physiques, qui nous ont permis en fait de voir où c'est que ça pêchait le plus. Et puis, par exemple, l'engagement physique, c'est la charge de travail, toute l'énergie qu'on met dans son travail. On voit que là, clairement, il y a des améliorations à mettre en place. Et puis, d'autres points qui sont ressortis assez positivement chez nous, comme l'engagement identitaire, le fait de représenter l'entreprise, d'être fier des valeurs de l'entreprise et de vouloir travailler pour, nous ont montré que là, on pouvait vraiment valoriser cet engagement-là. Donc, en fait, le fait de dissocier ces 4 facteurs d'engagement nous permettent de dire, voilà, c'est là-dessus que ça pêche, c'est là-dessus qu'on va travailler ou qu'on va renforcer aussi nos équipes. Donc peut-être pour clarifier un petit peu ces 4 types d'engagement, donc tu l'as dit, il y a l'engagement identitaire, donc c'est plus sur le côté lien, Sens, enfin ouais. voilà, le sens que son travail a ou la mission de l'entreprise va avoir, le côté aussi attachement à l'entreprise. Sentiment d'appartenance. Exactement. Tout à fait. Le côté physique que tu as dit, donc lié à l'énergie au travail, les conditions aussi qui sont adaptées pour la réalisation du On va travail. retrouver l'équilibre vie privée, vie professionnelle qui est hyper importante dans justement cet engagement, dans l'engagement physique. Tout à fait. On a également le cognitif, du coup, que tu mentionnais. Donc ça, c'est l'aspect, le côté stimulation, le Tout à côté... fait, tout ce qui est stimulation intellectuelle, le fait de réfléchir, d'être content des résultats qu'on produit grâce à son travail. Et puis le dernier, Le côté affectif, affectif, donc tout à tout ce qui fait. est en lien avec les collègues, avec le management, le côté collaboratif. Donc c'est plus le côté aussi émotionnel qui sera un peu au-delà aussi du travail en lui-même. Ah, tout à fait. Et puis en plus de ça, dans l'enquête qu'on a menée, on a vraiment listé un nombre important, une quarantaine de facteurs qui sont liés aux conditions de travail, à l'entreprise, aux relations humaines. Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'on en aurait pour un moment, mais qui vont vraiment nous permettre de savoir où mettre l'énergie, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui impacte la satisfaction, l'engagement. Il faut vraiment aller, je pense, creuser pour savoir quelles actions mettre en place. Moi, ce qui m'a intéressée dans cette démarche, et d'ailleurs, Brice, quand tu avais présenté les résultats au salon RH, j'avais trouvé ça intéressant, c'était toute cette dimension de sécurité psychologique, tout cet aspect rassurance. Qu'est-ce qui a nourri vraiment la réflexion d'avoir ce côté identitaire, ça semble logique, identitaire, appartenance, valorisation. Affectif, c'est quand même un peu nouveau, je trouve. Et puis cognitif, nous, c'était assez nouveau aussi pour nous. Tu arriverais, toi, Émilie, à nous dire qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée avec ces deux piliers forts de l'affectif et du cognitif en particulier? On savait qu'on voulait mesurer l'engagement pour justement faire ce lien avec la satisfaction. Et ensuite, c'est en creusant dans la littérature, dans la recherche, pour voir en fait l'engagement, comment on l'a défini. Et puis, ces 4 piliers sortaient comme essentiels à mesurer pour avoir un score d'engagement qui soit fiable et valide et puis aussi comparable dans le temps. Et donc, dans la pratique, vu que tu l'as mis en place avec Danilo, est-ce que tu trouves que ça a vraiment délivré par rapport à la théorie et à la littérature que tu avais parcouru là-dessus auparavant? Oui, clairement. Et je pense surtout ce lien avec la satisfaction qui montre, comme dans votre enquête, nous on a un taux de satisfaction dans l'entreprise qui est assez élevé, mais quand on va chercher les satisfaits engagés, on voit qu'ils baissent. Et donc c'est essentiel de mesurer ces deux variables. Et puis en fait, on ne peut pas poser à un collaborateur ou une collaboratrice la question: est-ce que vous êtes engagé au travail? Ça ne veut rien dire. Donc il faut aussi aller un petit peu dans le détail de ces 4 dimensions de l'engagement en posant des questions concrètes sur l'engagement cognitif, physique, identitaire et affectif.
Je voulais rebondir un petit peu sur certains aspects que tu as mentionnés, notamment au niveau du bien-être au travail, l'équilibre vie privée, vie pro, notamment avec certains résultats qui remontaient de notre étude auprès des Suisses romands. Donc on a notamment l'équilibre vie privée, vie pro qui était globalement bien noté. Évidemment, il y a des disparités en fonction des types de professions, etc. Ce que je trouvais intéressant, c'était comment est-ce que les romans définissent l'équilibre vie privée, vie pro. Ça se définit notamment par de la flexibilité, donc pouvoir un petit peu gérer son temps comme on veut. Et le deuxième aspect, c'était la séparation entre la vie privée et la vie pro. Le fait, je rentre à la maison, j'oublie les problèmes qu'il y a au travail, je pense vraiment à ma famille ou à mes loisirs, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez quand vous mettez en place des actions pour avoir un meilleur équilibre vie privée, vie pro, ou est-ce c'est le télétravail, enfin un peu les trucs basiques. Est-ce qu'on essaie d'aller creuser un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière un bon équilibre vie privée, vie pro? Je pense notamment à des secteurs, enfin des types de professions où on n'a pas forcément la possibilité de faire du télétravail. On a justement, je pensais au personnel de conduite de bus ou santé. Ou dans la santé, il n'y a pas de télétravail. Comment est-ce qu'on fait pour pallier ça? Est-ce qu'on arrive à amener un petit peu d'équilibre vie privée et vie pro dans ce type de profession-là? Alors nous, on a la chance d'avoir un système ancien, mais qui est très moderne encore aujourd'hui sur l'organisation du travail des conducteurs, avec notre système de planification qui permet aux personnes de choisir leurs jours de repos, leurs horaires, leurs lignes. Donc c'est un système qui est vraiment voulu dans le sens de donner de l'autonomie et puis de la liberté pour justement avoir cet équilibre. Comme tout système, il a aussi ses effets de bord. Et on a un certain nombre de conducteurs qui sont ce qu'on appelle des conducteurs remplaçants, qui doivent le faire fonctionner, qui eux n'ont pas la même latitude. Et puis c'est là un de nos points d'attention et un axe de travail, c'est de leur permettre aussi d'avoir une certaine souplesse. Donc on travaille du coup plutôt sur des répartitions de journées entre ceux qui sont dans le système de planification, ceux qui n'y sont pas, pour essayer d'avoir une certaine équité. C'est ça qui est toujours un peu délicat. C'est quand on veut favoriser finalement une dynamique dans un groupe, il faut être attentif à ce qu'on touche l'ensemble des personnes et pas seulement une partie. Mhm. C'est vrai que par rapport aux autres services qu'on pourrait mettre en place, je pense que ce que tu disais, la notion d'équité, elle est hyper importante. Et pas d'égalité forcément, parce que sinon, finalement, dans des entreprises avec des métiers très différents, on fait rien. Donc, c'est se dire, pour ce type de métier administratif, on peut mettre en place du télétravail. On l'appelle le travail à distance chez nous. Pour d'autres, c'est pas possible, mais il y a peut-être d'autres axes sur lesquels travailler. Et c'est justement la force de ce type d'enquête qui vont nous permettre par métier de savoir sur quoi on peut travailler. Et de ne pas faire ce qui est peut-être vanté dans la presse, parce qu'en fait tout le monde le fait et puis que c'est bien, mais vraiment de voir ce qui a du sens. Puis ensuite de limiter aussi la casse en allant tranquillement aussi dans la mise en place de nouveaux projets, en faisant des projets pilotes, et puis pas en changeant tout du jour au lendemain sans avoir un retour d'expérience. Mhm. Je pense un élément que je trouve hyper important, c'est le côté un peu presse, où on peut, ce qui est un peu, je trouve, ces dernières années, où on va mettre en avant des avantages qu'on peut avoir en étant collaborateur dans telle ou telle entreprise. Et je pense que la démarche, elle doit être plutôt, je comprends mes collaborateurs, je comprends dans mon secteur, dans mon entreprise, quelles sont les attentes et les besoins des collaborateurs. Je fais en sorte de les mettre en place. Et ensuite, c'est ça que je vais pouvoir aussi vendre aux différents, aux personnes qui vont avoir un intérêt pour travailler dans l'entreprise ou autre. Et puis c'est aussi comme ça, je pense qu'une marque employeur qui fait sens et qui a un vrai lien, on va dire, avec ce que fait l'entreprise, et on le voit aussi au niveau au-delà des conditions de travail, etc., l'alignement des valeurs qui va être aussi hyper important, la cohérence entre les valeurs qu'on affiche et puis la réalité du terrain. Et je pense que c'est un peu une première pierre à l'édifice qui va permettre de faire l'état des lieux et puis mettre en place des actions qui vont permettre de ensuite vendre l'entreprise de manière transparente et puis honnête également. Oui, c'est ça, écouter, mettre en place, puis mesurer aussi. Parce que c'est vrai qu'on remarque avec l'expérience que parfois les besoins exprimés ne sont pas toujours les besoins réels. On peut avoir des retours ou des demandes à travers différents questionnaires ou sondages qu'on met en place, qu'on entend, qu'on essaye de mettre en place. Et puis une fois que c'est le cas, il y a un petit retour en arrière. On voit que finalement le service n'est pas forcément satisfaisant pour les collaborateurs et collaboratrices. Donc on a testé, on a écouté, mais on teste à petite échelle pour voir si ça fonctionne.
Ça me fait penser aussi à la perception du management sur comment sont gérées les erreurs ou les test and try, les essais. Est-ce que c'est plutôt sanctionné? Est-ce que c'est encouragé? Ouais, on a justement testé ça dans l'enquête. On voit que globalement, les collaborateurs les plus satisfaits, également les plus engagés, bah, dans leur entreprise, il y a un style de management un peu plus bienveillant où bah, les erreurs, elles vont être discutées, il y aura un retour d'expérience, on va mettre des choses en place pour pallier à ces erreurs-là, éviter qu'elles se reproduisent. Et de l'autre côté, là où si on isole les personnes les moins satisfaites dans leur emploi actuel, on se rend compte que bah, dans leur entreprise, les erreurs sont plutôt sanctionnées, elles sont voire des fois ignorées. Et là, bah, on voit quand même il y a une certaine attente au niveau voilà, d'un management coopératif, participatif, bienveillant, qui me semble tout à fait important, je pense, au niveau des attentes des collaborateurs aujourd'hui. Alors là, j'aimerais dire plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, le manager, effectivement, il est clé dans cette satisfaction, cet engagement. Et puis, effectivement, le rapport à l'erreur, le rapport à l'essai, c'est assez essentiel. Si à chaque erreur, vous êtes sanctionné, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Et on ne va plus oser agir. Donc, on est là un peu sur des managements peut-être à pas l'ancienne, mais qui existent encore, qui sont souvent d'ailleurs liés à notre propre nature, voire notre propre éducation. Et puis, c'est difficile peut-être de changer les choses, mais n'empêche que, effectivement, un management plus ouvert, avec plus de droit à l'erreur, on appelle ça d'ailleurs de plus en plus, je ne sais pas si vous avez entendu le terme, la culture just and fair, qui est de plus en plus en train de se déployer dans les entreprises. Hein. Bah, ça permet vraiment aux gens d'oser être eux-mêmes, de prendre des risques, de ne pas avoir peur finalement d'échouer. Puis le principe de cette culture, c'est quoi? C'est dire finalement, si je fais une erreur, qu'est-ce que j'en tire? Est-ce que j'en suis conscient? Et là, on est plutôt déjà dans un retour d'expérience, plutôt que de dire voilà, où est-ce qu'est le mal et il faut absolument que je mette une sanction pour une sanction. Donc ça participe vraiment de cette sécurité psychologique et puis surtout de la capacité à agir et à innover. Le manager, il n'est pas là pour produire, mais pour faire produire son équipe. Et quand on sait qu'effectivement la relation avec le manager est vraiment un des éléments essentiels pour être satisfait au travail, il faut vraiment essayer de cultiver cette approche. Mais évidemment que la direction doit incarner des valeurs globales d'entreprise et puis vraiment les porter et puis les insuffler. Mais je crois qu'il faut aussi sortir d'un système où on attend tout de la direction versus prendre sa marge de manœuvre au sein de son service, son entité, avec son manager, son équipe, ses collègues. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La satisfaction au travail, elle est fortement liée à la relation qu'on a avec son manager direct. Et ça à lui, en fait, de porter... Et ce que j'aime dans cette enquête, c'est qu'effectivement, on a un peu les deux niveaux. On a le niveau d'aller voir un peu globalement l'entreprise ce qui se passe et d'aller creuser ensuite, entité par entité, avec notre tableau de bord, hein, ce qui ressort vraiment comme problématique dans une équipe, dans un secteur, dans un lieu géographique pour en faire quelque chose. Ça me fait juste penser à l'étude qu'on a faite sur, tu sais, auprès de la Gen Z. On a sondé uniquement les moins de 25 ans pour comprendre leur entrée dans le monde du travail, comment ça se passait pour eux. Et il y a 2 points qui m'avaient frappée. Le premier, c'est qu'ils s'attendent à recevoir un feedback, enfin, donc ils s'attendent à recevoir du feedback, ok, constructif, pour m'améliorer, normal, je suis là, je vais apprendre. Mais ils aimeraient bien donner aussi un feedback à leur chef. C'est une nouvelle attente de leur part qu'il faut aussi que les employeurs et les managers directs prennent en considération. Et l'autre point, c'est qu'on avait un peu des a priori, parce qu'on vient d'ailleurs de sortir une étude auprès des seniors, on avait des a priori sur les relations intergénérationnelles au sein de l'entreprise, avec ceux qui s'attachent à leur job parce qu'ils ont peur de le perdre en fin de carrière, et puis les jeunes qui arrivent et qui ont parfois des difficultés aussi à échanger ou à communiquer avec des générations qui trouvent très loin d'eux aussi par rapport à ce qu'ils vivent et à leurs compétences acquises, notamment au niveau digital et autres. Et sur cet aspect justement de communication intergénérationnelle, ce qu'on voit dans l'étude auprès des générations seniors qui sont encore actives aujourd'hui, c'est que globalement, ça va pas si mal que ça, que la relation de mentoring, de conseil et puis d'enrichissement personnel dans les deux sens, elle est assez bonne s'il y a ces bons processus de communication à l'interne et cette spirale un peu de feedback 360. Et est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place? Parce que dans une grosse structure, c'est peut-être pas forcément évident d'avoir voilà, ce changement aussi de culture du feedback. Alors déjà, nous, par rapport à l'aspect intergénérationnel, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes qui rentrent. On a vraiment une entreprise qui se développe, donc on recrute beaucoup de jeunes nous rejoignent, notamment des apprentis.
Donc on a déjà la chance pour ceux ou celles qui ont pu encadrer des apprentis de se mettre un peu dans ce mode de former, d'accompagner. Moi, à titre personnel, je l'ai fait, c'était un plaisir énorme. Et puis c'est vraiment plaisant de transmettre ces connaissances, puis voir si ces jeunes qui apprennent d'autres choses, d'autres façons de faire, d'autres techniques. De manière générale, ben, c'est vrai que les feedbacks et l'échange simple et honnête avec nos futures générations, nos jeunes, est hyper important dans leurs valeurs et il faut le cultiver. Donc nous, on a ponctuellement des initiatives de formation au feedback. C'est quelque chose qu'on a eu fait, c'est quelque chose qu'on refera, c'est quelque chose qu'on fait aussi par secteur, mais c'est essentiel. On dit que le feedback, il faut en faire, je crois, 3 positifs pour un négatif, il faudrait en faire tous les jours. Il faut vraiment sortir de ce système d'évaluation annuel qui finalement apporte certains éléments, mais n'est largement pas suffisant pour progresser. Moi, je sais qu'un jeune, ça m'est eu arrivé, hein, si je lui aurais pas fait la remarque tout de suite après une erreur, mais 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, il n'aurait pas compris. Après, il faut le dire de manière adaptée, mais toujours dans un esprit de construire les choses, mais je crois que c'est vraiment dans cette direction de feedback qu'il faut aller, hein. Il y a vraiment Mais quelque chose à aller vous avez le chercher. temps, vous avez le temps de faire ça? Parce que si tu me dis il faut faire plusieurs feedbacks par an avec tout le monde, vous êtes combien là-bas? 1500? Mais après, je pense que c'est aussi un exercice qui se fait au quotidien, peut-être pas au quotidien, mais à la semaine, dans les équipes, C'est avec le incarné par le manager. manager. Ouais. Et puis en fait, plus on le fait, plus c'est simple et plus on a de la facilité à dire des choses. Si on fait un feedback par année, je pense que la personne a besoin d'être préparée. Celle en face n'est pas forcément à ce moment-là prête à entendre aussi. Et je pense que si ça rentre dans les habitudes, Mhm. bah, c'est plus simple. Et, Et c'est et- plus court aussi. ouais, effectivement. Pour faire un peu le parallèle avec le côté feedback, tu parlais de 3 feedbacks positifs pour un feedback négatif. Il y a aussi la notion de reconnaissance qui est hyper importante. C'est quelque chose qu'on mesure dans nos enquêtes. Là, on l'a mesuré dans notre enquête auprès des romans, où globalement, c'est un peu le même constat dans les très petites entreprises où il y a une certaine proximité. On a une bonne reconnaissance de manière générale. Reconnaissance qui n'est pas forcément uniquement financière, hein, il y a ce côté quand même, j'ai envie d'être payé par rapport à la valeur ajoutée que j'apporte, mais il y a aussi le côté reconnaissance humaine, valorisation de son travail, qui peut aussi passer à travers ces feedbacks assez réguliers. Puis en général, on attend une reconnaissance de la part de son supérieur direct, mais également aussi à l'échelle globale dans une entreprise. Souvent, quand il y a différents types de métiers, notamment aussi avec des métiers de terrain, où on a envie aussi d'être valorisé au sein de l'entreprise de manière globale et pas forcément trop segmenté. Nous, on est ceux du terrain, là, il y a ceux du bureau. Et ça, c'est un élément hyper important pour l'engagement, pour la motivation. Nous, on l'a vu, les collaborateurs les moins motivés sont ceux qui attendent une meilleure reconnaissance de la part de leurs supérieurs. Et le deuxième point, c'est aussi le côté transparence des process, trop d'opacité au niveau du fonctionnement de l'entreprise, que ce soit RH ou de manière globale sur les prises de décision. C'était vraiment ces 2 éléments-là qui pêchaient au sein des personnes les moins motivées. Ouais, c'est vrai qu'on le voit aussi dans notre enquête, le facteur de reconnaissance, il est extrêmement important à tous les niveaux. Et puis là, c'est aussi aux équipes de voir ce qu'elles peuvent faire par rapport au métier. Ça peut être fêter des succès, ça peut être valoriser le travail bien fait, donner des feedbacks. Mais il y a toujours en fait une manière de s'adapter aux équipes pour connaître le travail. Et tout ce qu'on pense être important, le salaire, l'environnement de travail, etc., en fait, c'est des facteurs d'hygiène qui vont pas forcément, eux, avoir un impact à long terme sur l'engagement et la satisfaction. Un feedback bien fait, un manager qui dit les choses, va permettre à une personne d'être beaucoup plus engagée sur le long terme. Il y a un grand sentiment aussi de sentiment d'avoir de l'impact et de se sentir utile au sein de votre entreprise. Au sein de la nôtre aussi, j'espère, même si on est plus petit, parce qu'on fait des études voilà, qui ont de la valeur également et qui peuvent avoir de l'impact pour les entreprises à agir à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a une mission qui est une belle mission, hein. Vous vous rendez compte, tous les jours, on transporte des milliers, voire des centaines de milliers de personnes sur notre réseau, des grands-parents, des enfants, des jeunes, des gens de tous âges, de toutes catégories. Donc c'est vrai, quand vous êtes conducteur, conductrice et que vous vous levez le matin et que vous faites cette mission-là, elle a du sens. Et puis derrière, il y a d'autres métiers qui contribuent. Il y a des régulateurs, il y a des collègues à la maintenance qui s'assurent que tous les bus peuvent sortir à l'heure tous les jours, malgré les difficultés techniques. Donc c'est vrai que c'est motivant finalement d'avoir
cette mission au centre. Puis il y a aussi des anecdotes, hein. Il y a des gens qui voient simplement leur journée réussie parce qu'il y a un merci de quelqu'un. Donc ils ont rendu service sur une situation, une personne a besoin spécifique, on ouvre l'accès au bus plus facilement pour quelqu'un qui ne peut pas rentrer par ses propres moyens. Enfin, c'est vrai que c'est très très motivant pour tout le monde, y compris pour nous qui sommes dans un service plus de support, de pouvoir contribuer à cette jolie mission. Ce n'est pas toujours le cas. Puis j'ajoute qu'on a quand même la chance de se développer, hein. On est aussi une entreprise où on voit que la mobilité, les enjeux écologiques d'un transport décarboné sont essentiels. Donc on se développe. Et donc ça, c'est aussi très, très motivant pour nous. Et l'aglo se développe aussi, hein. Vous vous Et l'aglo se développez, développe. la démographie aussi, donc il Exactement. faut suivre, hein. Puis il y a pas mal d'enjeux aussi d'agrandissement du réseau, de travaux en ce moment dans la ville, qui font qu'on a hâte d'être dans 5-10 ans. Oui, c'est vrai que c'est hyper motivant de travailler pour une entreprise avec des gros projets et puis une croissance comme la nôtre. Voilà. Mais c'est aussi un défi, hein, puisque je reviens peut-être à ces enjeux d'accompagnement qu'on évoquait, effectivement, nos conducteurs, d'être là derrière, travailler sur les enjeux d'intensité du travail, de travaux, de proximité du management. Quand on est sur le terrain, on a moins l'occasion peut-être de voir son responsable direct. Donc là, il y a aussi des choses qui sont à construire et qui ressortent aussi du reste de notre enquête. Au niveau des RH, du coup, quelle est la distinction? Quel doit être, selon vous, un petit peu le rôle du coup d'un service RH dans une entreprise? Nous, on a pu le voir avec cette enquête où globalement une majorité des personnes considèrent leur service RH comme un service administratif, comme Esther l'a dit, peu le voient comme un soutien aux employés, aux collaborateurs. Un certain nombre aussi le voient plus comme un allié de la direction. Pour bien comprendre finalement l'observation que vous avez faite, vous l'aviez ciblé cette question par rapport aussi au niveau de satisfaction vis-à-vis des RH ou du rôle des RH vis-à-vis de la satisfaction dans l'entreprise? Donc on leur a demandé la perception qu'ils ont de manière globale. Certains mentionnent parce qu'on a des questions ouvertes qui nous permettent d'un peu aller un petit peu plus loin. Ce qui ressortait, c'était voilà, on nous envoie des mails pour prévenir du stress ou voilà, pouvoir mieux gérer son temps, mais c'est peu humain, c'est très indirect, ça ne nous permet pas vraiment de mettre en place parce qu'il y a une manque de connaissance de la réalité du terrain des gens. Souvent, c'est bien l'égalité, hein, qui est en jeu, mais c'est aussi ça qui peut-être parfois peut questionner tel ou tel collaborateur, hein, en disant mais tiens, moi pourquoi je suis traité de telle manière ou telle manière. En fait, c'est pour moi plus au rôle de manager, hein, de s'assurer qu'il y a non pas une égalité mais une équité. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte peut-être le dossier, le parcours, et de faire le lien aussi avec les RH pour s'assurer qu'on a bien l'ensemble les deux sujets qui sont pris en compte. Donc ça, c'est peut-être un côté qui peut effectivement aller un petit peu à l'encontre d'une bonne réputation des RH, mais qui est essentiel quand même, de l'égalité et aux managers de veiller à cette équité. Après, les RH, c'est pas que ça, hein, et ça, il faut bien le faire, mais c'est aussi du développement du culture d'entreprise, c'est le développement d'actions suite à des enquêtes de satisfaction d'engagement, c'est insuffler une politique de diversité dans les entreprises, d'inclusion. Donc ça, c'est des projets qu'on a la chance de porter assez activement chez nous. Émilie, typiquement, est en charge d'un projet pilote sur la garde d'enfants, par exemple, où on a beaucoup d'actions autour de la diversité. Il y a aussi le développement des compétences. Hein, ça, c'est quelque chose dont on parle moins, mais en tout cas, dans notre entreprise, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir se former. Alors, peut-être pas suffisamment au goût de tout le monde, mais il y a des formations qualifiantes, il y a des gens qui évoluent dans leurs fonctions, puis ça, c'est de la politique RH. On nous dit beaucoup que le secteur des RH, il est en pleine innovation. Et je voulais, alors pas que par rapport à l'IA, hein, parce que je sais qu'il y a des raccourcis après qui sont faits avec ça. Est-ce que vous avez le sentiment depuis, je sais pas, ces 2 dernières années, qu'il y a une vraie évolution qui voit le jour, ou qu'il y a une accélération de cette évolution positive dans le cadre de vos fonctions RH? En tout cas, il y a un besoin accru de remettre vraiment les ressources humaines, et j'ai envie de dire même les relations humaines, le R pour dire ressources, relations au centre, et que c'est effectivement essentiel aujourd'hui pour générer la satisfaction de l'engagement dans les entreprises. Et c'est clair que ces directions RH, elles ont un rôle clé par rapport à ça. Bien sûr qu'il y a un rôle de cadre à faire appliquer, bien sûr qu'il y a des principes à dicter, bien sûr qu'il y a aussi des enjeux financiers, hein, des enjeux de masse budgétaire, il faut en avoir conscience. Il y a des enjeux qui sont à peser, mais développer comme innovation une relation humaine finalement de qualité qui fait qu'on est motivé, qu'on a envie tous les jours de venir au boulot avec enthousiasme et avec engagement, au final, c'est juste essentiel et ça va rendre les entreprises, celles qui vont prendre en tout cas ce tournant, bien plus performantes.
Ça, Ouais, c'est donc là, clair. tu parles d'humanisation, donc ça va pas passer par des bots conversationnels alors. Alors, Ah, j'espère pas trop. il y a déjà des CV qui s'analysent par IA. Bon, ok, on va gagner un peu de temps, certes, mais est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel? Je suis pas certain. Non, rien ne va remplacer la discussion et puis la collaboration humaine. D'ailleurs, on l'a vu dans l'enquête, hein, c'est les retours qualitatifs finalement. C'est ce que les gens ont écrit, nous ont dit, Ouais. qui nous ont permis de vraiment bien comprendre le ressenti de chaque équipe. Mhm. Donc, bien Justement, sûr, ces questions ouais. ouvertes, qu'est-ce que ça vous a un petit peu emporté par rapport à cette enquête qui a été faite? Parce que nous, voilà, on est un peu dans une stratégie toujours quali-quanti, des indicateurs ne suffisent pas à eux-mêmes pour dire la réalité. Bon, derrière, c'est nos questions ouvertes qui permettent d'approfondir un petit peu. Mais toutes les entreprises ne prennent pas les questions ouvertes parce qu'ils Ouais. ont peur de savoir ce qui va ressortir et ce qu'il Vous va les falloir avez pris. faire. Voilà, si on veut vraiment savoir ce qui va ou ce qui va pas, c'est en lisant ce que les gens ont écrit qu'on pourra le savoir. En fait, l'indicateur chiffré va nous dire, tiens, là, il y a un point bloquant, il y a quelque chose à analyser. Mais comme on sait ce que c'est, ben, c'est en allant lire les verbatims. Nous, dans notre enquête, on en a eu plus de 3000, je crois. Et je dois dire qu'on les a tous lus. Et franchement, c'est passionnant. Parce qu'on arrive vraiment au niveau de chaque équipe de savoir quels sont les ressentis, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain. Alors parfois, quand on va démarcher des entreprises, ils nous disent, oui, mais vous pensez vraiment que les gens ils vont oser noter ce qu'ils pensent vraiment? Est-ce qu'ils n'auront pas peur que l'anonymat soit pas garanti? De votre point de vue, c'était qu'est-ce qu'il a fallu, sur quel aspect il a peut-être fallu vous rassurer et qu'est-ce qui a permis aux gens effectivement de s'exprimer de manière très libre dans l'étude qu'on a menée ensemble? Bah, c'est vraiment en travaillant avec vous, en fait. C'était essentiel pour nous on s'est dit, on va lancer cette enquête annuelle, qu'on n'analyse pas les résultats Mhm. directement. Donc, on est vraiment une entreprise externe qui nous permettent d'avoir des résultats qui ont été consolidés et mis en page et complètement anonymisés pour nous. Et puis de le mentionner après auprès des collaborateurs et collaboratrices dans toutes les communications, de garantir cet anonymat, cette confidentialité. Mhm. Pour préciser sur l'anonymat, aussi au niveau de la manière de fonctionner pour ceux que ça intéresse, on garantit aussi le fait que pour un indicateur, il faut avoir au minimum 15 répondants, voire, non, c'est 30 répondants pour... Et ça en a Problématrice. frustré plus d'un et plus d'une, hein, je peux vous Oui, dire. voilà. Donc ça fait évidemment qu'on ne peut pas Oui. avoir un indicateur pour une équipe de 6, parce qu'évidemment, on ne peut pas garantir l'anonymat de cette manière-là. Donc on va analyser des groupes un peu plus importants de personnes. Mais voilà, ça permet quand même d'avoir des actions, des pistes d'action qui sont quand même Oui, tout à fait. suffisamment C'est ciblées. suffisant. Puis d'avoir, quand on envoie le questionnaire aux équipes, ben, d'avoir un lien qui vient pas d'ETL, Mhm. d'avoir vraiment le nom d'une entreprise externe qui gère ça, c'est assez rassurant aussi. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais en lisant les verbatims, que les Les gens se collaborateurs, sont ils se sont lâchés. lâchés. Ouais, à fond. Il n'y a pas eu cette Ouais. peur Globalement, ouais, c'était... d'être ouais. contrôlé ou d'être identifié. Mhm. Bah, notre mission aussi, c'est de vraiment donner la voix à tout le monde et encore plus aux gens finalement de la base, enfin, qui sont tout en dessous de tous ces échelons de la hiérarchie, pour qu'ils puissent s'exprimer de manière libre, qu'ils comprennent bien les questions aussi qu'on va leur Et poser. qu'on teste aussi. Ouais, Et ça, qu'on- c'est Oui. quelque chose qu'on a fait. On fait un premier jet de questions, on fait tester à des groupes représentatifs, on fait retester si besoin. Mhm. Mais pour être sûr que toutes les questions sont comprises la même chose. Parce que- Exactement. C'est ce qui fait aussi la Mhm. qualité au final des résultats. Et ensuite, au niveau, donc nous, on restitue les résultats. Donc là, ça fait depuis quelques mois que vous avez eu le tout. Comment est-ce que ça se passe après, voilà, pour exploiter ces résultats-là? Ce qui est génial, moi, je trouve, dans ce qui a été fait, c'est que cette enquête, et c'était d'ailleurs nos conditions, vraiment, nous, pour dire on y va, on fonce, c'est qu'on en fait vraiment quelque chose et de durable, et on refera régulièrement pour se sentir où on en est. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que c'est devenu un outil de pilotage pour nous, d'entreprise. Ça a été vraiment aussi approprié par notre directeur des ressources humaines. Ça a été partagé au niveau de la direction générale. D'ailleurs, bah, vous étiez là pour présenter les résultats. Et aujourd'hui, nos actions identifiées suite à l'enquête sont même considérées comme faisant partie des points forts de l'année, avec vraiment un objectif de suivi annuel, un comité de suivi de Vox que Émilie a le plaisir de présider. Et puis on a un petit groupe qui on se réunit pour suivre les actions principales en entreprise et puis recenser également les actions un peu plus ciblées par direction. Donc, je pense que Parce que chaque directeur et directrice a été rencontré pour avoir des résultats spécifiques à ses équipes. Et on a aussi choisi des points de travail avec chaque direction. Mhm. Donc c'est vraiment un gros job, hein, finalement, qui est presque plus intense, je pense, que mener l'enquête, mais qui était, comme disait Brice, un prérequis. On ne mettait pas en place l'enquête si on ne faisait rien après. Mhm. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une enquête pas suivie. Finalement, on crée plus de désengagement qu'autre chose.
Donc, c'est aller suivre au quotidien, en fait, les directions. Est-ce que les actions qu'on a listées, elles avancent sur cette année? Les communiquer aux équipes Mhm. pour montrer qu'on les a entendues et puis qu'on agit aussi. Mais c'est quand même tout ça dans le cadre des ressources disponibles. Puis on a fait aussi une présentation dans des journées du personnel qui Oui, réunissaient l'ensemble du personnel, un tout petit à point de fait. situation sur les résultats à ce moment-là Mhm. aussi. Ouais. Et puis là, on suit vraiment de près les 3 grosses actions qu'on a identifiées comme actions clés Mhm. pour Donc cette global, ça au année. niveau de... Voilà, global au niveau entreprise. Et on va relancer un- une enquête modèle réduit. On en parlait ce début de semaine pour mesurer l'évolution des indicateurs avec 2-3 questions ouvertes. Et puis on refera la même enquête Mhm. dans 2 ans. Donc c'est aussi important pour vous de pouvoir suivre aussi l'évolution, d'avoir, voilà, de voir comment les actions en fait qui ont été entreprises euh, ont amélioré les conditions des Mhm, collaborateurs, leur engagement, leur tout à satisfaction. fait. Mhm. On s'est mis en mode amélioration continue, Mhm. on planifie, on agit, on regarde, on corrige et on améliore. Ouais, puis c'est une manière de montrer aussi aux personnes qu'elles ont été entendues et qu'il y a des actions qui sont prises et puis qu'on va remesurer. Et puis c'est une forme d'engagement aussi. Ouais, Je de veux dire, reconnaissance, de valorisation voilà. des collaborateurs. Voilà, peut-être un dernier point, si on a impliqué la commission du personnel, on Mhm, l'a pas dit dans tout la à fait. communication, puisqu'on a une commission du personnel qui est assez active et on a aussi partagé les résultats avec eux pour qu'ils s'y approprient puis qu'ils continuent de nous remonter aussi leurs besoins et de relayer aussi les actions avec leurs canaux. Ils nous ont aidés aussi pour tout ce qui est diffusion, parce que c'est vrai qu'une diffusion d'une enquête à des métiers aussi différents que les nôtres, elle demande parfois des affichages, d'aller dans les locaux, de faire des communications plus institutionnelles sur notre intranet. Donc c'est vrai que là, ils nous ont soutenus à ce niveau-là aussi. Magnifique. Bah, bravo en tout cas. Et puis ça montre aussi l'importance déjà de commencer la démarche, mais aussi de la porter en interne, parce que des résultats sans exploitation derrière, ça n'apporte pas non Non, puis en plus. même temps, je suis pas étonnée parce qu'il y avait un gros niveau d'engagement aussi des équipes, de vous en particulier, toi, Émilie et Laura, et Danilo, du Oui, côté j'allais dire Insight. aussi, voilà, de votre côté, on a eu la chance d'avoir, en l'occurrence, toi, Esther et Danilo en particulier, avec quand même un côté très scientifique, méthodologique. Et puis, moi, ce qui m'a impressionné, c'est de constater à quel point tu avais lu effectivement verbatim par verbatim. J'ai l'impression que tu pouvais presque les rattacher à telle équipe par cœur. Donc, c'était vraiment un travail de fond hein, pour en arriver là. Hein. Donc, merci aussi Avec infiniment, plaisir. quoi. Avec Hmm. plaisir. Dernier mot, s'il y avait une chose à changer, à améliorer, qu'est-ce que vous feriez différemment peut-être dans cette démarche TLVox? Puis pour les entreprises qui envisagent peut-être une démarche comme celle-là, à quoi il faut être attentif? Un retour de feedback du côté Trois construction. positifs, un négatif. Non, moi, je dirais peut-être le point d'attention à un moment et le biais dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de ne pas regarder trop le niveau ou la note. Est-ce qu'on est à 80% de satisfaction ou 75%? Parce que finalement, on peut s'y perdre un peu. Et puis, c'est peut-être ça qui est un petit peu délicat des fois en fonction de là où on met la barre. Donc, moi, je retiens surtout qu'il faut regarder le chemin et puis les évolutions d'une période à une autre. Et c'est ça qui compte, qui est vraiment déterminant. Pour moi, c'est l'évolution d'un moment à un autre et d'une équipe par équipe. Après, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit customisé équipe par équipe, qu'on puisse facilement accéder aux données, qu'on utilise à la fois du quanti et des verbatim. Donc, vraiment une analyse qui soit basée sur les deux. Donc, franchement, c'était une belle réussite. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, vraiment. Et puis pour les entreprises qui voudraient se lancer, je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment de ne pas prendre un modèle prédéfini, mais c'est de construire quelque chose qui leur ressemble en fonction de leur métier, en fonction de leurs valeurs, parce que sinon, enfin, un modèle standard n'aurait pas de sens. Et puis quand même, un point d'attention, c'est que de cette enquête va ressortir beaucoup de choses. C'est de s'assurer qu'on ait les ressources après pour traiter aussi. Ou alors d'entendre et puis de dire que ça sera traité peut-être plus tard, mais de le planifier et de surtout pas l'oublier. Mhm. Pour approfondir sur ce point-là, on a quand même dans nos enquêtes des matrices de corrélation. Donc, je vais pas aller dans les détails de comment ça fonctionne, mais c'est aussi une méthode de visualisation des données qui va aussi permettre de prioriser. Donc, on voit tous les aspects un peu d'amélioration, mais on essaie quand même de les prioriser et de voir ce qui va avoir le plus d'impact potentiellement sur la satisfaction, sur l'engagement des collaborateurs, pour quand même voilà, se dire sur 12 mois, sur 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui doit être fait assez rapidement et qu'est-ce qui peut peut-être attendre un tout petit peu. Tout à fait. Qu'est-ce qui doit être fait en priorité, puis aussi qu'est-ce qu'on peut valoriser, Mhm. je trouve. Et puis c'est essentiel pour pas s'y perdre ou croire que c'est forcément à tout prix des coûts monstrueux. Hein. Mhm. Souvent on dit voilà la qualité de vie c'est des locaux. Alors moi
Nous, on adore faire des locaux et il faut faire des locaux, mais dans certaines équipes, c'est indispensable, ils sont en retrait, puis d'autres, non, c'est pas ça qui est attendu. Mhm. Donc, effectivement, de corréler justement les actions par rapport à leur impact, c'est tellement essentiel. Hein, on l'a dit, hein, tout ce qui est autour de la relation, du lien avec le management, de l'autonomie dans ses résultats, c'est vraiment des choses à favoriser au maximum. Et c'est pas forcément coûteux. Mhm. Magnifique. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance déjà et d'avoir mené ça vraiment de manière en tant que partenaire. C'est un vrai partenariat, je trouve, en tant qu'agence et puis client. Et bravo à ceux qui se sont hyper investis dans cette démarche. On se réjouit de voir l'évolution des résultats dans déjà les mois à venir et puis les années à venir, puisqu'effectivement, c'est l'évolution et suivre sur les efforts fournis, l'évolution des chiffres qui permettra, je l'espère, d'améliorer les situations des collaborateurs, collaboratrices, et que tout le monde soit encore plus heureux au travail, parce qu'en Suisse, on est quand C'est même ça. pas si mal au final. Merci beaucoup d'avoir Merci pris une heure beaucoup. pour Merci à discuter vous. avec nous aujourd'hui. Merci Esther, merci Danilo. Merci. Merci.